Alors cette table ronde, elle s'est intitulée David contre Goliath et vous allez rire, nous n'avons pas de Goliath. Nous avons des David dans les droits du sport français, dans les diffuseurs. Jean-François vous les a présentés. Alors je regarde un tout petit peu la moyenne d'âge du public qui nous accompagne, messieurs. Et je pense que nous sommes assez peu nombreux à avoir connu le temps où, pour regarder du sport, il y avait la grande chaîne en clair accessible à tous, en l'occurrence représentée aujourd'hui par Julien, c'était TF1, et un diffuseur privé encrypté qui offrait un catalogue de sport qu'on pouvait consommer et qui s'appelle Canal+. Aujourd'hui, Julien, on va commencer par cette question. Ce modèle-là, on est d'accord que c'est terminé ? C'est terminé déjà depuis une petite dizaine d'années, puisqu'il y a eu une concurrence accrue sur le payant et qu'on a vu certains droits premium feuilletonnants comme la Ligue des Champions, la Formule 1, passer en tout payant depuis une petite dizaine d'années. Moi, à titre personnel, je le regrette évidemment, parce que c'est un modèle, le modèle que tu as décrit avait fait ses preuves. La combinaison d'un diffuseur payant fort qui diffuse l'intégralité des saisons avec des fenêtres d'exposition en clair régulières qui apportent de la puissance et de l'exposition, c'est un modèle qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, on parvient quand même à le faire. Je veux dire, sur le handball, par exemple, TF1 et beIN Sport diffusent les grandes compétitions de handball avec l'intégralité sur beIN Sport et un certain nombre de matchs sur TF1. On a pu le faire avec la Formule 1 pendant 3 ans avec Canal+, parce que la FOM avait décidé dans son appel d'offres de mettre 4 Grands Prix en clair. Donc Canal+ avait l'intégralité de la saison et nous 4 Grands Prix. Donc c'était un peu le meilleur des deux mondes. Et pourquoi je le regrette, c'est qu'au final, l'abonné, le fan de F1 va s'abonner à Canal+, quoi qu'il arrive. Une fenêtre de diffusion en clair, ça va au contraire faire connaître le sport, donner peut-être envie à des gens de s'abonner à Canal+. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. Voilà. Et qu'avoir ces fenêtres d'exposition claire, je pense que sur le long terme, pour le sport, pour le recrutement de fans, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors aujourd'hui, vous avez des diffuseurs. Est-ce qu'on peut vous qualifier, vous aussi, Thierry, qui est à la tête d'une start-up qui a quoi, 3 ans, même pas 2 ans? 2 ans. 2 ans, 2 grosses levées de fonds, donc vous êtes... Pas très grosses. Oui, mais en tout cas importante pour votre modèle économique. Guillaume et évidemment Jérôme avec la chaîne L'Équipe, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes les vitrines du sport français dans l'accessibilité pour le téléspectateur, Jérôme? Oui, c'est vraiment notre rôle. On est, en tout cas à l'équipe, on est complémentaire des gros mastodontes. Julien l'a dit, ce modèle gratuit payant, pour moi, il a toutes les vertus. Pour le fan, pour l'ayant droit, pour les deux chaînes, parce qu'encore une fois, on sert de grandes bandes annonces pour le feuilleton dans son intégralité. Donc ce modèle-là, il avait toutes ses vertus. Est-ce qu'il va revenir? Ça, j'ai du mal à le dire. Et puis cette bataille sur le payant, de s'accaparer des sports comme ça, ben, au final, on voit qu'il y a certains sports qui ont du mal maintenant à émerger, qui disparaissent, des compétitions entières qui disparaissent. On le voit aujourd'hui avec le basket, par exemple, en France. On va en parler avec Guillaume et exactement, Thierry, où Guillaume en diffuse quelques matchs. Voilà, c'est tout cet écosystème et ce cercle vertueux. Et sur certains sports, il a changé de trajectoire et ça a été problématique pour le sport. Le grand paradoxe, c'est que le marché français des droits est en train de s'effondrer d'un point de vue de montant et que si on regarde le panier moyen que doit payer un consommateur amateur de sport pour regarder des grandes compétitions, on est le pays où on paye le plus cher pour pouvoir accéder à toutes ces compétitions. Mais Jérôme disait que des sports sont en train de disparaître. Vous avez l'un et l'autre, chacun dans vos modèles, l'ambition justement de les proposer au plus grand nombre. Thierry, d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs et auditeurs quel est le modèle de Sportall et qu'est-ce que c'est Sportall, puisque c'est tout jeune? C'est nouveau, effectivement. Merci, Nathalie. Oui, donc Sportall, c'est une application digitale dédiée au sport. Donc, comme un YouTube du sport ou un Netflix du sport. Et je fais exprès de citer les deux parce qu'en fait, justement, dans le modèle Sportall,
on donne du gratuit et on a également des offres payantes. Et tout ça, c'est dans le même média. Donc dans une seule et même application, il y a du contenu gratuit, il y a du contenu payant. Donc cette grande séparation d'il y a 20 ou 30 ans il y a une chaîne gratuite, il y a une chaîne payante, tout ça, on en est très très loin. Grâce au digital, et il y a plein d'applis comme ça d'ailleurs, hein, où on peut trouver du gratuit et du payant d'un même sport. Donc le fan sur SportAll, il va pouvoir regarder une vingtaine de sports en gratuit, des événements en direct, des événements à la demande, comme sur une chaîne télé, mais purement en digital, donc sur smartphone, tablette, télé connectée. Et par-dessus, il y a des offres payantes qui sont dédiées à un sport en particulier. Et là, on travaille main dans la main avec l'ayant droit sportif pour qu'il puisse lancer son offre premium ou freemium à lui. Donc on l'a fait avec Athlé TV pour la fédération d'athlétisme, on l'a fait avec Five Nation. Là, on vient de lancer Futsal Zone TV, donc une appli dédiée au futsal en partenariat avec la Fédération française de football. Et du coup, ça bouleverse quand même vraiment le modèle économique gratuit ou payant, puisque toutes ces applis que je viens de citer, elles sont freemium, mais surtout pour le fan, s'il est fan de futsal, il va s'abonner au futsal, et c'est 4 € par mois. Et s'il est licencié de football, c'est 2 € par mois. Donc là, on a vraiment... Et s'il est fan d'athlé, il pourra aussi s'abonner à Athlé TV, et là encore, c'est pas très cher quand on est licencié d'athlétisme. Donc, on a vraiment cassé ce modèle où, avant, pour regarder du football, je dois m'abonner à beIN, à Canal+, et à je ne sais quelle autre chaîne, ça change régulièrement en ce moment, pour regarder la Ligue 1. Et au final, je sors 50, 60 € par mois. Non, en fait, quand je suis fan d'un ou deux sports, je vais sortir 2 fois 4 €, et c'est tout. Et tout le reste, c'est gratuit. Voilà à peu près le modèle de SportAll. Guillaume, vous êtes un peu la chaîne du CNOSF, on peut la qualifier comme ça. Moi, je suis le complément du complément, en fait. Pas mal, ça. Sport en France, c'est la chaîne du CNOSF. Tout appartient au CNO, hein, Comité national olympique et sportif français. Et en fait, juste en 2 mots pour expliquer la genèse de cette offre, c'est qu'en fait, depuis 20 ans, le CNOSF donne de l'argent chaque année à des groupes médias à connotation sportive pour faire la promotion des sports sous-médiatisés. Et chaque année, ils sont assez déçus. C'est légitime parce que même l'équipe, France Télévisions en a profité, Orange, etc. à une époque. Quand ces chaînes vivent de la publicité, donc de l'audience, c'est difficile de mettre du twirling bâton le vendredi soir. Et donc nous, on a inversé le problème. On est allé voir le CNOSF en leur disant on vous donne les clés éditoriales, c'est vous qui définissez ce que vous voulez mettre en grille. Et c'est là que je dis qu'on est le complément. On est vraiment une chaîne de complément. On fait ce que les autres ne veulent pas faire ou ne peuvent plus faire. Et on en est très heureux d'ailleurs. Et le modèle n'a rien à voir avec une chaîne classique. L'équipe doit vivre de la vie de la publicité, comme TF1 d'ailleurs. Et donc forcément, regarde de façon attentive les audiences. Quand nous, ce n'est pas le cas. On est financé en partie par le CNOSF, par les fédérations, par quelques annonceurs qui nous accompagnent à l'AD, par France Télévisions Publicité qui nous représente, et par le groupe que je représente, puisque c'est un investissement pour nous. On l'a fait pour plein de bonnes raisons. Une sorte de financeur. Une sorte de sponsor, ce qui nous permet de, effectivement, quand on a lancé Sport en France il y a 2 ans et demi, l'idée c'était d'accompagner l'aviron, le vol drone, le parachutisme et le twirling. Et puis, étonnamment, assez rapidement, des sports que je ne considère pas mineurs du tout, comme le handball, comme le volley, comme plus récemment le basket, sont venus frapper à notre porte. Encore une fois, ce n'est pas nous qui allons les voir, hein, c'est eux qui viennent nous voir. Ce n'est pas par prétention que je dis ça, c'est qu'on n'a pas vocation, nous, à acheter des droits ou à aller chercher des droits. On est là juste pour accompagner les 108 fédérations qui constituent le CNOSF et répondre à leurs besoins de médiatisation. Alors, on peut estimer que ces sports-là et potentiellement n'ont leur place sur une chaîne comme TF1 qu'au moment de grandes finales et de très grandes compétitions, ce que d'ailleurs TF1 fait. Mais Jérôme Saporito, pourquoi à l'équipe, par exemple, on ne peut pas se détacher d'une forme d'audience et de jouer d'une certaine manière le rôle que du coup supplée Guillaume et ses équipes? Alors déjà, on vit uniquement de la publicité, donc ça c'est un facteur très important. Et on peut s'en détacher après, pas totalement. Il y a des règles à respecter. Comme on est une chaîne gratuite, il y a par exemple des problématiques de programmation très fortes. On a fait sur des sports qui sont extrêmement bien organisés. Je vais prendre l'exemple du biathlon, parce que le biathlon, c'est que seulement 500 licenciés en France, donc c'est un petit sport, on va dire, en termes de licenciés. Et pourtant, ils ont un feuilleton tellement bien réglé
que c'est-à-dire que c'est la compétition sportive qui elle-même, d'une certaine manière, dans son organisation, télévisuellement, est rentable. Exactement, elle a créé une narration avec des compétitions. C'est trois moments en décembre, 3 moments en janvier, 3 moments en février. Voilà, c'est extrêmement bien cadencé. Il y a d'autres sports où ils ont du mal à cadencer ça. Et donc, à partir du moment où ces sports-là... Le championnat de hand, le championnat de basket, c'est pas compliqué. Ils ont une narration qui est proche des autres sports co, par exemple. Alors, je vais prendre le basket. Je le connais bien parce qu'on a diffusé la Jeep Elite l'année dernière sur la chaîne L'Équipe. Donc, on a diffusé une 50aine de matchs. Donc, on a eu une compétition qui a démarré. Puis après, elle s'est arrêtée pendant 2 mois. Puis après, elle a repris. Puis après, elle s'est à nouveau arrêtée. Et puis après, elle a joué tous les 2 jours. Nous, on ne peut pas vivre au rythme de la compétition. J'entends, moi, les contingences sportives de la Ligue ou des clubs. Mais nous aussi, la chaîne, c'est que tout ne tourne pas autour de ce championnat-là. Et donc, on a fini la saison. Mais dans ces conditions-là, pour nous, c'était trop compliqué à trouver le bon modèle. Ce qu'on a fait une fois, d'ailleurs, avec l'équipe, parce qu'encore une fois, chaîne de complément, toutes les images, on les redonne aux autres télévisions, on se crée notre propre concurrence, puisque moi, je suis pas contraint par l'audience. Et donc, ce qu'on a fait une fois avec l'équipe, qui était pas mal, c'était le TQO de rugby à 7, je ne sais pas si tu te souviens. Sure. Nous, on a diffusé 14 heures, on a produit les 14 heures, tous les matchs, et puis les matchs de l'équipe de France étaient sur l'équipe, en même temps que chez nous, et ça a donné un éclairage à ce sport non négligeable. Donc, c'est des choses qu'on peut renouveler, qu'on fait de temps en temps, d'ailleurs. Donc, dans cette logique-là, ça fait sens. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, Jérôme, quand tu vis de la pub, c'est difficile de mettre des sports qui, malheureusement, ne drainent pas suffisamment d'audience. Et le fait de créer ce feuilleton crée, in fine, de l'audience. Voilà. Et dès que vous êtes là, pour le coup, c'est le biathlon. Et par ailleurs, il y avait une star qui s'appelle Martin Fourcade qui aide, évidemment, pour l'attractivité de... Il y avait une star française, donc ça, c'est évident. Il y avait aussi un sport qui est très télégénique. Voilà. Mais on va prendre l'exemple du basket. Le basket aussi est très télégénique. Voilà, je pense qu'il faut que, entre toutes le basket, je ne vais pas faire un focus sur le basket, mais il y a tellement de compétitions de basket que voilà, si vous n'êtes pas ultra fan de Strasbourg, de Dijon ou de Limoges, vous avez du mal à comprendre entre l'Eurocup, la BCL, l'Euroleague et le championnat. Mais du coup, les détenteurs de droits, ceux qui sont vos interlocuteurs tout le temps, est-ce que vous arrivez à leur faire comprendre qu'ils doivent eux aussi réformer leur modèle? Vous, Julien, vous avez comme interlocuteur des très très grosses institutions, évidemment l'UEFA, évidemment la FIFA quand il s'agit de Coupe du Monde, évidemment des grands organisateurs de championnats du monde. Est-ce qu'ils ont conscience que la demande aujourd'hui, elle doit aussi s'adapter à une consommation qui par ailleurs, et on y reviendra si vous le voulez bien, en France est un peu particulière et beaucoup moins puissante que dans certains autres pays? C'est sûr qu'en France, quand on compare à l'Allemagne, par exemple, je veux dire, un même match de l'Euro hors équipe nationale fait 2 fois plus d'audience en Allemagne qu'en France, par exemple. Donc c'est sûr qu'on prétend être... Juste, on va donner un exemple, pas seulement de l'Euro, mais même de la Coupe du Monde. L'équipe de France en finale de la Coupe du Monde en 2018, c'est combien? 2 millions? C'est 19 millions en finale. Oui, en finale 19 millions, 19,2 millions. L'Allemagne en finale en 2014, c'est 40 millions. Ouais. En Allemagne. Mais bon, après, c'est culturel. Hein. On prétend, entre guillemets, être un pays de sport, ce que je pense on n'est pas vraiment. C'est vrai aussi il y a 41 000 personnes dans les stades de Bundesliga en moyenne, ce qui est loin d'être le cas en France. Voilà. Après, c'est l'œuf et la poule. À un moment donné, plus on aura d'expositions en clair sur des grands événements, plus on donnera aussi envie aux gens d'aller au stade, de s'inscrire. Moi, je ne crois pas à l'antagonisme de s'il y a trop de sport à la télévision en clair, les gens ne vont plus au stade. Parfois, on a ce genre de discours auprès des organisateurs. Je pense que c'est faux. C'est un cercle vertueux. Après, pour revenir à ta question, nous, on discute avec des grosses fédérations, mais qui ont des considérations internationales aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vous donne l'exemple des matchs de l'équipe de France de football. Nous, le prime time en France, c'est 21h, voire 21h05. On nous a passé les matchs de l'équipe de France à 20h45, ce qui ne correspond pas vraiment à la consommation télévisuelle en France. On voit l'audience à 20h45 à 4,5 millions par exemple au début d'un match de foot de l'équipe de France. À 21h, on passait à 6 millions. Mais parce que, visiblement, c'est le meilleur compromis entre les pays du Nord et du Sud. Voilà. Il se trouve que les matchs de Ligue des Champions sont à 21h. Mais on a la discussion aussi avec le handball, qui est un sport dans lequel TF1 a investi petit à petit. On a commencé par la finale, qui a été un énorme succès, 9 millions 100 de téléspectateurs à 17h30 le dimanche. C'est remarquable. Après, on a fait la demi-finale, après le quart, et on a fait un deal à long terme avec les euros et les championnats du monde masculins et féminins, avec des matchs de poule. Donc on essaie petit à petit, parce qu'on est un diffuseur généraliste en clair,
on ne veut pas se brûler les ailes, introduire un peu plus de diffusion en clair. Le problème, c'est que les horaires des matchs de hand sont à 20h30. Et j'ai eu la discussion avec Philippe Banal, président de la Fédération du handball, pas plus tard que la semaine dernière. Il le regrette, mais à un moment donné, les gens de l'IHF, donc la Fédération internationale, et le HF, nous disent bah oui, mais les télévisions scandinaves, allemandes, qui sont de très grands pays de hand. Hein. Voilà. Moi, je leur dis, on est double médaillé olympique dans le handball. Nous, on a investi depuis 2015 dans le hand. On a des contrats jusqu'à 2024-2025. Il y a les JO de Paris 2024, et je pense qu'on y reviendra. On a une autoroute pour construire autour de ce sport. Mais pour construire cette autoroute, on ne peut pas le faire tout seul. Donc la vérité, c'est qu'un match à 20h30, nous, on ne sait pas le programmer. Voilà, donc c'est dommage. Comment est-ce que vous voyez dans une complémentarité, Thierry, vous qui vous adressez donc à des très gros fans qui ont certaines grosses communautés d'ailleurs en termes de consommation par rapport à un positionnement comme celui que décrit Julien, qui est la première chaîne de France? En fait, on est très complémentaires. Faire des applications dédiées à un sport ou même faire une application dédiée au sport, c'est très complémentaire des chaînes gratuites. On a d'ailleurs un partenaire commun avec l'équipe qui est la Fédération française d'athlétisme. On diffuse sur Athlé TV 90% des championnats de France européens, etc., avec la Diamond League sur Sportall et sur Athlé TV. Mais malgré tout, avec la fédération, on travaille avec l'équipe pour diffuser certains des gros événements sur la chaîne L'équipe pour aller chercher une grande audience. C'est nécessaire parce que grande audience, que peut aller chercher l'équipe ou TF1, ces grandes chaînes gratuites ou France Télévisions, c'est très complémentaire, mais ça ne touche pas la même cible. Déjà, quand il y a 10 millions de téléspectateurs de football sur TF1, ce n'est pas 10 millions de pratiquants, ce n'est pas 10 millions de personnes qui vont tout d'un coup avoir envie de retourner sur les terrains de foot. On ne touche pas le même public. Également, la moyenne d'âge est très différente. Sur Sportall, la moyenne d'âge des téléspectateurs, si on peut les appeler comme ça, chez nous on les appelle des fans, on n'utilise pas le mot téléspectateur. Donc la moyenne d'âge des fans, c'est 34 ans. Julien, la moyenne d'âge des téléspectateurs de TF1, on la connaît ? Ça dépend des programmes, mais c'est parfois autour de 50 ans. Oui. Pareil. Pareil. Si je peux me permettre de faire une parenthèse, je ne crois pas à la fausse idée de les jeunes, par exemple, ne regardent plus la télévision, en tout cas pas sur le sport. On voit que quand on diffuse des grands événements... Ouais. Ils sont là ? Ils sont là. Bien sûr. Bien sûr qu'ils sont là. Mais c'est aussi le temps de consommation qui est différent. C'est vrai que sur un smartphone, on peut regarder plus vite, des contenus plus courts. Le mode de consommation est différent. Et complémentaire. L'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Pour un très grand événement, les jeunes vont devant le grand écran et vont regarder le match de foot en famille. Ça, c'est sûr. Par contre, un fan de twirling, de fight ou de je ne sais quoi. Déjà, il ne trouve pas son sport sur les grandes chaînes déjà. Et puis, il va consommer son sport différemment. Il va vouloir y passer 5 minutes tous les jours pour suivre l'actualité de son sport. Il ne va pas forcément regarder un live de 3 ou 4 heures, mais peut-être les meilleurs extraits, les meilleurs moments en extrait à travers les réseaux sociaux ou à travers une plateforme digitale. Donc tout ça est extrêmement complémentaire dans le mode de consommation. Et d'ailleurs, là-dessus, on est en retard en France comparé à d'autres pays. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, sur est-ce que les ayants droit sportifs, les fédérations, tout ça, sont en train de comprendre ce qui est en train d'arriver, le phénomène de ne pas pouvoir vendre ses droits aux chaînes télé, la plupart le comprennent très bien en fait. Sauf qu'en fait, elles n'ont pas les moyens de faire autrement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vraie solution pour elles, c'est comme ce que font certaines très grandes fédérations internationales ou des gros ayants droit internationaux, comme la NBA, la NFL, la FIFA, l'UEFA. Tous ces énormes ayants droit internationaux ont leur propre plateforme digitale et dépendent de moins en moins des chaînes télé. Oui, parce que le marché est mondial pour eux. Voilà. Oui. Parce que le marché est mondial et parce qu'ils ont des gros moyens. Si je peux me permettre, il y a aussi une problématique de santé financière et de financement. C'est vrai pour le développement de ce genre de technologie, c'est vrai pour le choix du diffuseur aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toujours court terme versus long terme.
C'est aussi pour ça que beaucoup de sports sont passés en tout payant, c'est de favoriser le revenu immédiat, mais parce que la santé financière, parfois un peu précaire, les y oblige, plutôt que de penser moyen à long terme sur le développement de leur sport et de leur exposition. Et la santé financière, c'est aussi parce qu'on le disait tout à l'heure, nous ne sommes pas un pays de sport qui a diversifié ses recettes dans les licenciés. On est quand même un pays qui pratique beaucoup moins le sport que nos voisins européens. Dans la billetterie, c'est ce que disait aussi Julien. Il parlait des exemples des stades allemands, mais on peut parler des salles de hand, du tennis aussi parfois. Est-ce que vous, c'est vos partenaires d'une certaine manière, les fédérations, vous arrivez à leur faire comprendre qu'ils sont la solution à leurs propres problèmes si jamais ils arrivaient à penser autrement ? Alors, je vais passer de prétention, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que la source principale de revenus d'une fédération, ce sont les licenciés. Puis avec ce qui s'est passé ces 2 dernières années, c'est un peu compliqué. En moyenne, c'est 30% de licenciés en moins, hein, même le football. Donc forcément, c'est vrai que c'est des structures, les fédérations, qui ne sont pas forcément, c'est pas une structure privée, ne sont pas forcément organisées. Quand on a la chance d'avoir François Pesanti avec nous là, quand le basket passait, tiens, je te passe la patate chaude. Eh bien, quand le basket passait sur RMC, c'était quoi, 10 millions, tu donneras pas le chiffre, mais c'était 10 millions par an, je crois. Ça, tu rapportes à la LNB. Il paraît qu'on dit jamais les chiffres. Bon, moi je le dis, c'était 10 millions d'euros par an. Les gars, le contrat arrive à échéance et ils n'avaient pas du tout anticipé le truc, quoi. Ouais. Donc voilà, RMC ils se sont fait taper dessus alors que le contrat arrive à échéance. C'est comme Bein avec le handball féminin qu'on représente. Le handball féminin dit ouais, Bein veut pas nous diffuser. Bah oui, mais le contrat est arrivé à échéance. Qu'est-ce que vous avez prévu derrière? Ouais. Bah, rien. Donc le sujet, il est là aussi. Je vais le dire, je ne vais pas me faire que des copains, mais c'est un problème de professionnalisation aussi, Ouais. on va se le dire très On clairement, peut le dire, oui. de structuration, et puis d'aller chercher de l'argent là où il se trouve. Et visiblement, les licenciés, il y en a de moins en moins, et de faire du sport dans un cadre fédéral, c'est important. Mais maintenant, en plus avec le Covid, de plus en plus de gens pratiquent du sport en dehors d'un cadre fédéral, donc moins de recettes pour les fédérations, etc., etc., etc. Alors, Julien parlait tout à l'heure de Paris 2024, dans l'héritage affiché au moment et de la candidature et de l'organisation. Tout à l'heure, vous avez assisté à cette table ronde avec Michael Aloisio, qui était aussi, dès le début de la candidature pour Paris 2024, l'un des héritages immatériels, c'est la place du sport dans la société française, pour le pratiquer, mais aussi pour le consommer. Ici, et je me mets dans, évidemment, le même bateau que vous, nous avons donc aussi, nous les médias, un rôle dans la visibilité du sport, la manière d'en parler. Est-ce que nous sommes en capacité, à 3 ans des Jeux de Paris, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on arrive à parler plus de sport, différemment de tous les sports, dans toute sa diversité, et bien sûr pour les femmes, puisque c'est aussi un enjeu majeur pour les femmes. Jérôme, tu peux commencer. Oui, on essaye de se donner les moyens. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas Mais faire. on est d'accord qu'on a un rôle. Bien sûr qu'on a un rôle. On a fait un partenariat, nous, avec France Télévisions, il y a 2 mois de ça, sur les paras de Tokyo. C'était la première fois qu'on diffusait les paras. Ça nous intéressait d'être... Ils faisaient le direct, on faisait du différé, on offrait les paras en prime. Voilà, c'était une autre façon et on n'anglais que sur les Français. Voilà, on resserrait un peu la matière. Voilà, et on va continuer à essayer de faire ça. On diffuse, l'année dernière, on a diffusé 43 sports. Donc évidemment, ils n'ont pas tous la même place sur l'antenne. On n'a qu'un seul canal. Mais dans cette optique-là, oui, les sports, on diffuse depuis des années le volleyball, par exemple. C'était un sport qui avait un peu disparu, qu'on a remis, mais on a aussi besoin des fédérations, et je rejoins Julien, on a diffusé l'Euro de volley, ils sont champions olympiques. On n'a jamais eu un match au-delà de 19h. On leur a demandé, on les a suppliés de mettre des matchs à 21h, parce que c'est notre façon de consommer le sport à télévision. Ils n'ont jamais voulu. Ils n'ont jamais voulu, donc très peu de gens ont suivi cette compétition. En plus, les Français se sont arrêtés en 8e de finale, mais ça va dans tous les sens. Il y a des droits et des devoirs des 2 côtés. Je pense qu'il faut arrêter le côté la chaîne va payer. Voilà. Et ça, c'est aussi un modèle qu'ils ont encore un peu en tête parfois. Les chaînes ne vont pas juste faire des chèques, qu'elles soient TF1 ou l'équipe. Si je peux me permettre de rajouter, en fait, nous, les droits, on ne les achète pas. En fait, on les loue. Les droits, ils appartiennent aux ayants droit. Donc après, nous, on fait notre boulot, on co-construit la valeur du produit. Mais après, le cycle suivant, c'est peut-être un autre. Donc c'est la responsabilité aussi des ayants droit de construire autour de ça. Et que Paris 2024, j'espère que ça va être, et j'en suis sûr, un énorme événement. Mais après, sur quoi on capitalise derrière? Exactement, c'est ma question. Je donne l'exemple. On a diffusé la Coupe du Monde féminine de football.
avec Et François vous allez Pélissier, diffuser avec François l'Euro Pélissier, cet on avait été. poussé fin 2015 pour investir massivement sur cette compétition. Et fin 2015, le foot féminin, c'était pas ce qu'il est aujourd'hui. On a fait énormément de promotions dans les JT de TF1, les documentaires. Bon, tu connais le truc par cœur, Nathalie. On a fait 10 millions de téléspectateurs sur les matchs de l'équipe de France. C'était un énorme événement. Mais la vérité, c'est qu'en septembre, les filles, quand elles sont reparties jouer en D1 féminine, elles ont joué dans les stades devant 300 personnes avec peu de caméras. Donc en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait après? Et ça s'anticipe. Ça veut dire que ça suffit pas du coup de médiatiser massivement, même si ça participe. C'est indispensable, de l'exposition. mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait après? Et ça s'anticipe. Tu parlais effectivement de professionnalisation, d'expertise. C'est pas après la cérémonie de remise de la coupe qu'il faut se poser la question. C'est avant. Et je pense que... Donc nous, on se pose la question avant même que les Jeux de 24 aient commencé, parce que c'est le moment de se la poser. Est-ce que du coup, la complémentarité d'une offre comme la vôtre, Thierry, c'est aussi un moyen d'exposer encore plus le sport? Alors, en tout cas, ce qu'on discute avec les fédérations tous les jours, c'est que le Paris 2024, ce sera une grande fête et une grande réussite si on travaille maintenant à l'exposition du sport, à l'exposition des potentiels médaillés, donc des futurs champions qu'on commence maintenant à connaître 3 ans avant. Là, on commence à voir qui va y aller, etc. Et ce chemin que d'accompagner ces futurs champions, que de les mettre en avant, c'est pas juste des lives qui passent à la télé, c'est autre chose. Il faut aller faire des reportages, il faut aller faire des portraits, il faut qu'ils soient d'accord pour être mis en avant. Il faut aller les filmer et faire plein de petits formats courts qui permettent à des jeunes qui auront envie de suivre Paris 2024 à la télévision, faire en sorte que ces jeunes connaissent ces futurs champions, s'y attachent, qu'il y ait une personnification du sport. Et ça se fait avant. Donc toutes les fédérations, les ayants droit qui disent « Paris 2024, ça va être génial, on va être hyper visible, comme ça, après, on pourra construire ». Nous, on dit « Ah non, c'est pas bon, il faut construire avant ». Une histoire qui fait que Paris 2024 sera un succès. Vous leur dites la même chose? Oui, j'aurais pas mieux dit, effectivement. Nous, c'est pas un concours de ce que vous voulez, mais nous, c'est 92 sports l'année dernière qu'on a diffusé ce sport en France. C'est 45% de sport féminin. Encore une fois, c'est des sports qu'on voit nulle part. Beaucoup d'handisport et de sports adaptés. Oui, on leur dit la même chose. En fait, je dirais qu'on a la chance ici d'avoir des gens qui maîtrisent le sujet, mais c'est avant tout une question de storytelling, quel que soit le média, que ce soit la radio, le magazine, la télé, l'OTT pour nous, etc. Il faut raconter des histoires. Je ne me retourne pas vers toi encore, mais c'est vrai qu'on a vu cette discussion. Et le meilleur exemple pour moi, c'est le biathlon. Bien sûr. J'étais sur 10 000 licenciés, non, c'est 500 licenciés. Certes, il y a une locomotive qui a beaucoup aidé, mais néanmoins, si on regarde les audiences depuis le départ de Martin Fourcade, elles n'ont pas bougé. Voilà. Elles n'ont pas bougé. C'est QFD. Attention à Paris 2024, le mirage. Paris 2024, c'est 17 jours. Absolument. Ça va commencer le 25 juillet, ça se termine le 9 août, comme ça. Donc après, c'est ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Et ça se construit, mais jour après jour. Voilà, Thierry parlait de l'athlé. L'athlé, on a fait ce partenariat-là. Ils vont en avoir besoin, l'athlète, parce qu'ils ne sont pas dans une bonne situation. Là, il y a peu de médailles à Tokyo. On va médiatiser à travers nos 2 médias. On va médiatiser un certain nombre d'événements, un certain nombre d'athlètes. Il y a un athlète qui émerge, Sacha Zoya, où on se dit, tiens, potentiellement, tout ça, on va le construire. Et il faut le construire sur sport après sport. Et après, il y a des discussions parfois. Il faut se rendre compte, parfois, on discute avec des fédérations, des ligues un peu lunaires, en disant, mais en fait, tournez vos caméras, mettez-les de l'autre côté, c'est juste. On est encore dans ces discussions-là parce que là, c'est pas beau ce qu'on voit, en fait. Et on discute des choses aussi basiques que ça pour mettre en valeur le sport et pour raconter, pour storyteller tout le temps. Et c'est sur ces bases-là, sur ces futurs héros-là, parce que ce sont des héros qu'on cherche pour raconter leur histoire, que du coup, une grande chaîne en clair comme TF1, du coup, pourra capitaliser, elle, après? Bien sûr, tu parlais de storytelling. Nous, on en a évidemment besoin. On a besoin aussi, évidemment, il y a la performance sportive, il y a le spectacle télévisuel, l'émotion, mais il y a aussi les personnes derrière. Je veux dire, dans un grand sport, le rugby, on voit aujourd'hui, il y a beaucoup plus de visages qui émergent. Alors les résultats aident dans l'équipe de France actuelle. Là où en 2019, avant la Coupe du Monde en Japon,
nous, on se pose toujours la question, c'est quoi les visages? Les gens ont besoin de se projeter, de connaître des gens. Ça a été une difficulté, par exemple, cette Coupe du Monde 2019, plus que les autres Coupes du Monde? Parce que les résultats déjà étaient en berne, et on va pas se mentir. Nous, quand on veut attirer 10 millions de téléspectateurs, c'est aussi la cocarde d'un pro français et l'envie de voir gagner les Bleus qui nous portent. Mais on a besoin de faire émerger des visages pour pouvoir faire des portraits dans nos JT, inviter des gens dans le quotidien, enfin voilà, aller chercher au-delà du fan de sport. Parce qu'encore une fois, nous, on doit faire le grand écart entre le fan de sport et le grand public, et attirer le grand public pour qu'il s'intéresse au sport. Et pour ça, c'est pas que la performance sportive, c'est aussi des histoires, des personnes. Émotions. Il faut le montrer. Et pour ça, je rejoins Jérôme parfois sur certaines discussions, il faut aussi que certaines fédérations, alors c'est vrai que nous on traite avec des fédérations peut-être plus matures, mais il faut qu'elles ouvrent leurs portes. Il faut qu'elles ouvrent leurs portes. Il y a peut-être trop de conservatisme encore pour aller dans les vestiaires, pour aller filmer les entraînements, mettre des micros HF, parce que c'est ça que les gens veulent, et ça contribue au storytelling, y compris pour attirer les jeunes. Quand je vois qu'en NBA, certains joueurs à l'échauffement ont des micros HF et qu'on entend les conversations entre l'assistant coach et le joueur, mais c'est ça qui donne envie aux gens de... Nous, on n'arrive pas à mettre des micros sur les arbitres de Ligue 1. L'exemple ultime, c'est la série Netflix sur la Formule 1, qui est un énorme carton et qui au final a bénéficié à la F1, à Canal+, qui au début Bien était sûr. un peu vent debout en se disant mais attendez, c'est des concurrents, et en fait c'est un cercle vertueux. Mais le nombre de gens qui ne regardaient jamais la F1, qui ont commencé à la regarder, c'est ça qu'il faut faire. Dans la nouvelle génération surtout. Et c'est ce que les Américains savent très bien faire. Mais ils l'entendent pas, ça. Pourquoi ils n'ouvrent pas leurs portes? Qu'est-ce qu'ils risquent? Ils risquent rien. Non, mais franchement, pour le coup, nous, on a des discussions très ouvertes, et pas de sujet. En plus, on n'est pas en demande. Moi, j'ai pas de problème de grille télé. Si c'est 17h, c'est 17h. J'ai pas de souci vis-à-vis de mes annonceurs parce que j'en ai pas suffisamment. Donc pour moi, c'est pas un problème. Donc on est là au service. Nous, vraiment, et je le dis, on est là pour les servir. Effectivement, j'avais pas d'ailleurs conscience toujours de ces problèmes de programmation, et que je comprends complètement. Moi, j'ai pas du tout ce souci-là. Non, ils le comprennent complètement, mais encore une fois, c'est des bénévoles la plupart du temps déjà dans les fédérations. Il faut le rappeler. Donc, c'est les gens qui consacrent du temps alors qu'à côté, ils ont souvent un autre job ou c'est des retraités. Donc, c'est déjà pas mal l'investissement qu'ils concèdent à leur fédération. Non, ils l'entendent complètement. Ce qu'il faut, c'est nous. On est des médias, donc on est là pour raconter des histoires. C'est pas forcément leur job. C'est à nous. Nous, quand on prend je mets au défi quelqu'un de me citer 5 noms de l'équipe de France de handball féminin. Peut-être depuis Tokyo, peut-être. On peut y arriver. Voilà, tu vois, peut-être. Mais avant Tokyo, je suis pas persuadé. Voilà, nous, ce qu'on fait, ce que font mes camarades aussi, c'est d'aller. Moi, j'ai pas de contrainte de timing. Je m'en fous des formats 23, 13, 52 minutes. On fait ce qu'on veut. Et donc, quand on prend l'antenne, on la prend 1 heure avant. On va interroger un petit peu tout le monde. Ça va peut-être pas intéresser 66 millions de Français, mais c'est pas grave. Et donc, on crée ces images pour raconter les histoires. On traite en ce moment des problématiques de parentalité. Quand on revient après après avoir eu un enfant au sport, c'est des choses psychologiquement, psychiquement, physiquement, comment ça se passe. On essaye de raconter ces choses. Pourquoi ? Pour montrer que ces femmes, pour incarner. Quand c'est incarné, les gens s'intéressent et derrière, s'ils s'intéressent, ils vont peut-être, ou en tout cas probablement suivre. Jérôme, sur ces incarnations-là et sur ces histoires-là, est-ce qu'une chaîne très grand public, comme l'Équipe, avec une marque monumentale comme l'Équipe, est assez audacieuse, à votre avis, sur ces sujets, notamment sociétaux? Alors pour le coup, le journal, lui, l'est. L'Équipe Mag l'est encore plus. Je pense à Cléopâtre qui était en couverture avec sa petite fille. Est-ce que vous avez, vous aussi, l'envie, j'en suis certaine que vous l'avez, le désir éditorial aussi. Est-ce que l'audace, elle a sa place dans une chaîne comme la vôtre ? Elle doit avoir sa place. Après, vous dire qu'on est parfaitement, qu'on traite de tous les sujets, je mentirais en disant ça. Voilà, il y a des médias qui le font différemment, mieux que d'autres. Nous, on est plutôt une chaîne de live et de débat, donc on a peu de place pour le magazine. On fait 4-5 magazines par an. Et des enquêtes qui sont remarquables par ailleurs. Il y a des enquêtes, mais voilà, après c'est une histoire de moyens. Sébastien Tarago qui dirige cette cellule enquête, il est tout seul, donc il en fait 3-4 par an, il ne peut pas en faire 12, parce que sinon ce ne serait pas des enquêtes. Voilà, il survolerait les choses. On en discute souvent avec lui, voilà, sur ces sujets périphériques, et c'est vrai qu'ils sont très forts. On a eu
tout ce qui était, et c'est sûrement pas terminé malheureusement, des abus sexuels dans le sport. Voilà, là on est sur d'autres problématiques. Voilà, ça va tourner. Nous, on a évidemment un rôle à jouer. Pour le moment, dans le groupe, l'équipe, le journal et le magazine suivent ce chemin-là. La chaîne se met, on va dire, à côté parce qu'elle n'a pas encore développé un savoir-faire sur ça et sur ce mode de consommation-là. Mais on va s'y mettre, c'est une évidence. Est-ce que la complémentarité avec les autres services de la rédaction de TF1, là aussi, doit peut-être être un peu plus importante sur ces sujets de sport? On sait que c'est très difficile parfois la frontière entre l'information et le service des sports. Oui, mais au final, si on regarde aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, nous, la direction des sports, il y a évidemment les grands événements, il y a Téléfoot, il y a Automoto, qui est moins pertinent aujourd'hui. Mais les JT, le sport, ils le traitent très peu via les résultats ou la performance sportive. Au contraire, ils vont les traiter sur ces problématiques sociétales, sur la problématique du handicap, on en a parlé malheureusement, les abus sexuels, ou plein d'autres choses, des choses très positives aussi, sur des histoires de résilience, ce genre de choses, et que c'est les JT de TF1, c'est les JT les plus puissants d'Europe, c'est 6, 7, parfois 8 millions de téléspectateurs, et que un sujet de 2 minutes, 3 minutes dans le JT, ça va avoir un impact énorme. Et effectivement, c'est de cette manière-là qu'ils vont traiter le sport plus que par le résultat sportif. Voilà. Donc c'est très complémentaire au final. Et un contre-exemple, par contre, j'y pense, excuse-moi, c'est il y a des fédérations, je pense, ça fait toujours sourire, mais le sport boule, voire le bowling, le billard, qui, parce qu'ils avaient un diffuseur, encore une fois, on n'est pas à TF1 ou l'équipe, hein, mais parce qu'ils avaient un diffuseur, ont créé une compétition, des championnats qui s'appelle la Ligue M1. Ils sont allés chercher les partenaires. Franchement, ce n'est pas nous qui produisons, c'est d'une qualité extraordinaire. Il y a 6 ou 7 caméras. Et ils ont créé plusieurs médias autour de ça, magazines, etc., pour leurs centaines de milliers de licenciés. Comme quoi, ça marche. Et ça, c'est un très bon exemple de gens qui, là aussi des bénévoles, mais qui ont pris en main leur fédération et qui ont développé un produit qui est hyper intéressant. Il nous reste 10 minutes pour conclure cette table ronde. Le cœur du sujet, c'est donc les mastodontes qui arrivent avec beaucoup d'argent, alors de moins en moins d'argent quand même, si on se réfère au dernier appel d'offres de Ligue 1, versus des chaînes en clair, certes puissantes comme TF1, certes avec une marque et une renommée comme celle de l'équipe, plus vos offres à vous, soit en digital, soit en partenaire du sport français. Objectivement, est-ce que vous êtes inquiets, messieurs, pour la place du sport, sa consommation et sa médiatisation avec, on l'a dit, hein, une partie des détenteurs de droits qui sont soit pas hyper matures, soit très court-termistes, donc qui peuvent mettre en danger leurs propres produits, soit des consommateurs qui petit à petit risquent, à l'inverse de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire se désintéresser du sport dans un monde où le spectacle est partout, permanent, accessible. Est-ce que vous avez une forme d'inquiétude ou au contraire, vous vous dites que ce momentum-là, il faut le saisir et le transformer positivement? De l'inquiétude, non, parce que sinon on ne serait pas là. On est là aussi pour servir le sport. On fait tous ce métier-là par passion, on ne l'a pas choisi par hasard d'être dans le sport. Après, on a, c'est vrai, un bon calendrier qui arrive. 2023 avec la Coupe du Monde de rugby qui sera à suivre sur TF1, puis les JO de 2024. Voilà, on est dans une bonne dynamique d'événements sportifs. Il y a peut-être du rugby à 13 en 2025, il y a une Coupe du Monde qui est en train de se préparer. Voilà, donc il y a tous ces événements-là qui doivent porter le discours et nous, on doit maintenir notre cap, c'est-à-dire raconter des histoires, mettre en avant les champions, les championnes et voilà. Et après, il y a une force de l'émotion à travers le sport qui ne va jamais disparaître. Voilà, alors peut-être que parfois on le consommera différemment et que sur des applis, toujours en télé, en podcast, voilà, on peut le consommer d'une manière très différente, le sport. Et ça, c'est tant mieux pour tous ceux qui s'y intéressent. Mais il n'y a pas d'inquiétude pour moi à avoir parce que l'émotion que génère le sport, elle perdure, cette émotion-là. Et donc, à partir du moment où il y a cette émotion-là, il y a toujours des fans qui vont s'intéresser à tous ces sports différents. Je reprends l'exemple du biathlon. Voilà, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas 1,5 million de personnes qui regardaient chaque course. Voilà, puis demain, il y aura un autre sport qui va émerger aussi parce qu'il aura réussi à trouver des codes qui plaira au plus grand nombre. Alors, Julien, pas d'inquiétude ?
Pas d'inquiétude pour TF1, mais pour le sport, en fait, je suis inquiet dans le sens où ça va beaucoup dépendre des décisions prises par les ayants droit, par le législateur aussi. Mais à un moment donné, tu l'as dit, le sport aujourd'hui, il est dans un marché beaucoup plus large, celui du divertissement, et qu'il n'y a jamais eu une offre aussi large. Et on a tous des journées de 24 heures. Et qu'à un moment donné, entre les plateformes qui proposent une multitude de séries, de films, le jeu vidéo et le sport, les gens, notamment les jeunes, ils font des choix. Et que, évidemment qu'il faut adresser le sport de manière différente, via des nouvelles technologies, via des formats différents. Mais pour moi, la base de tout, c'est de le rendre gratuit et accessible. À un moment donné, moi, j'ai commencé à vibrer pour le foot avec les grandes soirées de Ligue des Champions sur TF1 à l'époque, ce genre de choses. Et qu'après, on peut parler de tout le reste, de l'écosystème autour, mais la base de tout, c'est de le rendre accessible et que les gens, notamment les jeunes qu'on perd aujourd'hui, il y a des chances qu'on ne les retrouve pas. Et que cet impact-là, on ne le mesure pas aujourd'hui, on le mesurera dans 5, 10, 15 ans. Et le jour où on se réveillera, j'espère pas, peut-être qu'il sera trop tard. Donc c'est important aussi de faire les bons choix et de trouver ce bon équilibre. Nous, on a complètement conscience, en tant que TF1, que le sport a besoin du financement des diffuseurs payants. Après, c'est où est-ce qu'on met le curseur en termes d'équilibre. La Ligue des Champions, par exemple, dans tous les marchés européens, et c'était le premier cas, la France est passée en premier, ils sont passés en tout payant. Et la Ligue des Champions, c'est la compétition la mieux marketée, ça fait rêver les gens, la petite musique, tout ça. Mais est-ce que ça fera encore rêver les gens dans 20 ans? J'espère, mais tout va dépendre de ces choix qui sont opérés en fait. Et là, il y a le législateur qui peut intervenir, puisque vous parliez du législateur, en l'occurrence sur la Ligue des Champions. Les Allemands ont décrété que le tout payant sur la Ligue des Champions, c'était pas possible. Et ils ont remis en jeu l'appel d'offres pour obtenir un match en clair de la plus belle affiche de l'année. Et ça marche. Mais voilà, et encore une fois, moi je ne pense pas que avoir quelques matchs sur une compétition comme la Ligue des Champions en clair dans l'année, ça change le montant des droits que les diffuseurs payants vont être capables de mettre sur la table. Parce que l'abonné le fan de foot, il s'abonnera pour voir toute la saison. Pas 2-3 matchs, c'est pas ça qui va... Au contraire, nous on se rendait compte sur la Formule 1 ou sur le handball par exemple qu'on partage avec BeIN, quand on co-diffuse certains matchs, ils font parfois plus d'audience alors qu'ils ont TF1 en face ou TMC que quand ils sont tout seuls. Donc, c'est une attraction. Donc c'est une contre-vérité, je pense. Après, tout est dans le dosage en fait. Je pense quand même qu'on peut être un peu inquiet si on ne fait pas l'effort de rendre le sport français un peu sexy, un peu connecté, un peu spectacle quand même. Il y a des jeunes fans de basket, peut-être dans la salle, qui sont prêts, comme mon cousin, à s'abonner à l'appli NBA pour voir du bon gros basket, du spectacle. Par contre, il ne sait pas où on regarde le championnat de France de basket, et puis même s'il le trouve, à mon avis, il ne va pas le regarder longtemps. Donc il faut vraiment faire attention à ça. La compétition, du temps d'écran qu'on a, et effectivement nos journées font que 24 heures, on regarde en moyenne 3,5 heures de la vidéo sur des écrans, de plus en plus sur les petits écrans, de moins en moins à la télé. La bascule a été faite il y a 2 ou 3 ans. On passe maintenant plus de temps à regarder de la vidéo sur les petits écrans. Le sport français est en compétition avec le sport international. Tous ces sports sont en compétition avec Netflix, avec le e-sport, sur Twitch, avec TikTok, où là on ne sait pas trop ce qu'on regarde, et pourtant il y a des milliards de jeunes qui regardent, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dessus. Voilà, ça c'est la compétition. Et c'est ça le danger. Et donc il faut qu'on monte le sport français, la médiatisation du sport français à ce niveau-là. Et on est très en retard. C'est des questions de storytelling, c'est des questions de technologie, de nouvelles formes de médias. C'est un mélange de ces 3 choses-là. Sans parler des nouvelles technos sur les NFT ou les choses comme ça, où là, carrément, ça dépasse complètement les ayants droit sportifs français. C'est sur ces choses-là que nous devons vite investir pour être à la hauteur. Bon, alors, pour les fans de basket, LNB TV. Et l'application, pour le coup, est de très bonne qualité. Elle a été élue, d'ailleurs, récemment, une des meilleures applications de sport. Tout à fait. Donc, pour le coup, je vous invite à y aller. Non, plus sérieusement... Sport en France, d'ailleurs, c'est aussi disponible sur une application gratuite, sans avoir à s'inscrire. Donc, tout est absolument gratuit. Non, moi, je ne suis pas du tout inquiet. Au contraire, plus il y a de fous, plus la fête est belle. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces gros ayants droit vont prendre les gros droits. Donc, la Ligue des Champions, le Roland Garros, peut-être pas le Tour de France, puisqu'il est bien cadenassé. Mais enfin, voilà. Et donc, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Si les Netflix prennent les gros droits, TF1 n'aura plus les gros droits, donc va devoir regarder d'autres sports. Peut-être que le basket, un jour, sera sur voire ne plus diffuser de sport, parce que le danger, il est aussi de l'effacement. C'est un risque.
Bon, je sais pas, je pense que de toute façon, tu l'as bien dit, ça reste de l'entertainment. Effectivement, il faut travailler sur le produit. Effectivement, en France, on se plaint toujours, on est en retard, c'est vrai. Mais il y a quand même des très bonnes initiatives, il faut les relever. Et je pense qu'il y a un effet de ruissellement. Si les gros événements partent ailleurs, eh bien, les diffuseurs qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain auront besoin de diffuser des choses. Et donc, peut-être s'intéresseront davantage au basket, au hand, au volleyball, au hockey sur glace ou je ne sais quoi. Franchement, c'est envisageable, Julien, ça, que par exemple, on n'a plus jamais de foot sur TF1 pour des raisons de... Voilà, non, déjà, puisqu'il y a une raison de... Il y a évidemment les coûts, hein, c'est des droits, c'est un secret pour personne, c'est des droits qui coûtent très cher et très compliqués à rentabiliser. Donc à un moment donné, on doit aussi opérer des choix. Il y a plein de sports qu'on aimerait diffuser, mais qu'on ne peut pas diffuser parce que ça coûte trop cher. Après, on est protégé par la liste des événements d'importance majeure, mais... Oui, mais ça, c'est un décret. Si quelqu'un décide de changer ce décret, c'est terminé. Mais la Coupe du Monde de rugby, si on prend l'exemple de la Coupe du Monde de rugby qui se déroulera en France, je rappelle que les matchs de l'équipe de France ne sont même pas listés et protégés. C'est-à-dire que potentiellement, mis à part demi-finale, finale, l'événement aurait pu être uniquement en payant. Voilà, alors qu'un Italie-Écosse du tournoi destination est lui un événement protégé, donc il y a une problématique de cohérence quand même. Voilà, mais nous, c'est notre rôle aussi en tant que diffuseur. C'est très bien, Italie-Écosse, hein, c'est pas le problème. Bien, surtout quand les Italiens gagnent. Et alors en rugby, c'est moins. Mais nous, le sport, ça reste dans l'ADN de TF1. Je veux dire, notre tagline, c'est partageons des ondes positives. Donc à un moment donné, il y a quoi de mieux que le sport? Aujourd'hui, on parle de fragmentation de la consommation. S'il y a un type de programme qui se consomme en même temps, ensemble, et qui procure des émotions que peu d'autres programmes procurent, c'est le sport. Donc, sur une note positive, je pense que c'est la grande force du sport. Après, il faut capitaliser dessus dans le spectacle qu'on offre, tu as raison, mais ça fait partie de notre ADN. Après, c'est une question évidemment de coût, et on continuera à diffuser du sport tant que c'est possible. Moi, pour le coup, c'est le fait qu'on récupère le basket, la proie, le handball féminin, bientôt d'autres grands sports qu'on va accueillir, c'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle que le sport en France est allé diffuser. Ça veut dire que les diffuseurs plus traditionnels, plus historiques, se sont délaissés de ces droits-là pour plein de raisons. Ce n'est pas une critique, hein, c'est un constat. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous, on a créé Sport en France pour des disciplines qui n'apparaissaient absolument pas en télévision ou sur même parfois du digital. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle. Un petit mot de conclusion chacun sur la déflation quand même, parce que le marché des droits, en tout cas en France, est en train de baisser. Ça aussi, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est ni une bonne ni une mauvaise. Après, il y a un marché. Voilà, il y a des acteurs d'un côté payants qui veulent moins investir, où il y a une fragmentation, où ils choisissent des compétitions très particulières et donc ils vont mettre, plutôt qu'être très large dans leur offre, ils vont offrir que quelques compétitions, comme Canal+, comme RMC, comme beIN. Voilà, c'est ni une bonne ni une mauvaise. C'est une réalité d'aujourd'hui. Demain, elle sera peut-être un peu différente avec d'autres acteurs. Voilà, Amazon est arrivé en France. J'ai lu une interview du patron de Netflix qui disait tiens, pourquoi pas s'intéresser à la F1 aux États-Unis. Donc peut-être que ces acteurs-là vont s'intéresser à ces sports-là. Après, voilà, l'équilibre, il est pas facile à trouver, mais je rejoins tous mes camarades. La visibilité, elle est extrêmement importante. Le chèque, c'est bien. La visibilité. Raconter des histoires, c'est important. C'est la meilleure rentabilité. Alors, Julien doit partir parce que, justement, il y a un appel d'offres qui est en train de se jouer. Merci, en tout cas, d'être venu nous exposer une nouvelle vision et une nouvelle manière de regarder aussi le sport. Parce que, en fait, la vérité, c'est que c'est en regardant le sport qu'on a envie d'en faire. Et ça, c'est un enjeu de santé publique très important. Nous, les médias, nous avons et nous devons jouer notre rôle pour vous engager à aller faire du sport. Les fédérations ont leur rôle à jouer. Le problème de tout ce petit monde, c'est que si on jouait un tout petit peu plus collectif, je crois qu'on y arriverait mieux. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci à vous, Nathalie, Yannetta.